Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue à la présentation du rapport d'activité 2024 de la médiatrice des communications électroniques. C'est la 4e année que nous concevons cette présentation comme une émission de plateau télé que vous pouvez suivre en direct sur notre chaîne internet et sur notre chaîne YouTube. Je suis Henri Dolivier, le directeur général de l'association Médiation des communications électroniques, et à mes côtés, Valérie Alvarez, la médiatrice des communications électroniques. Bonjour Valérie. Bonjour Henri. Traditionnellement, le ou la présidente de la MCE prend la parole afin de lancer la présentation du rapport d'activité de la médiatrice. La nouvelle présidente, Madame Laurence Touveny, n'a pas pu se joindre à nous aujourd'hui. Néanmoins, elle a souhaité vous adresser quelques mots. Je vous propose donc de l'écouter. Bonjour à toutes et à tous. Cela fait maintenant presque un an que j'ai l'honneur de présider la MCE. Notre association, qui est aujourd'hui dans sa 22e année, fait clairement référence dans le domaine de la médiation de la consommation et elle bénéficie également d'une réelle reconnaissance des associations de consommateurs et des autorités publiques. Alors aujourd'hui, la MCE, grâce à des moyens humains et financiers conséquents, permet et facilite une médiation de qualité pour les consommateurs. Aussi, je tiens à remercier l'ensemble des professionnels membres de l'association, la médiatrice et son équipe de juristes, ainsi que le directeur général de la MCE pour le travail remarquable accompli en 2024 et qui contribue à renforcer l'image positive de notre secteur. Ce travail et cet engagement contribuent à renforcer davantage encore l'image et la réputation de notre association. Merci également à nos partenaires pour leur soutien et leur accompagnement. Et puis enfin, merci aux administrateurs du bureau pour leur remarquable implication. Alors pour introduire le rapport 2024, je souhaite d'abord revenir sur quelques faits marquants du secteur. Tout d'abord, l'accélération de la transformation numérique en France se poursuit grâce au déploiement des réseaux très haut débit fixes et mobiles. La France est aujourd'hui le pays européen qui possède le plus grand nombre de foyers éligibles à la fibre, avec 90% des foyers raccordables et 73% des abonnements Internet sont des abonnements à la fibre. Sur le réseau mobile, le déploiement de la 5G se poursuit avec 15% de croissance du nombre de sites entre 2022 et 2024. Et le nombre de cartes SIM 5G a triplé pendant cette période pour atteindre 20% du total. Nous disposons donc en France non seulement de réseaux très haut débit performants, mais les offres tarifaires sur le marché français sont aussi parmi les plus compétitives en Europe, quasiment 2 fois moins chères qu'au Royaume-Uni et en Allemagne. Et donc en 2023, un ménage français a dépensé en moyenne 47 € pour un abonnement fixe et mobile, là où un ménage anglais ou allemand a dépensé entre 83 et 84 €. On peut aussi noter que le poids des services télécoms dans le budget des ménages a diminué de 9% ces 10 dernières années. Même si la maturité du marché et la couverture des réseaux très haut débit sont au rendez-vous, les opérateurs en France ont continué leurs investissements massifs avec 14 milliards d'euros investis en 2023 dans les réseaux fixes et mobiles, ce qui représente 123 € en moyenne par habitant, soit le montant le plus élevé investi par habitant en Europe. En France, face à l'augmentation des usages numériques, tous les opérateurs se sont fortement engagés dans la transition vers un numérique plus durable et responsable, en prenant des mesures pour limiter l'impact environnemental du secteur. Donc les réseaux nouvelle génération sont tous nettement moins consommateurs d'énergie. Ainsi, sur le fixe, la consommation énergétique diminue de 11% par an, notamment grâce à la fibre optique qui est 4 fois plus efficace énergétiquement que le cuivre. Les opérateurs sont également tous engagés dans la collecte et le recyclage des box et terminaux mobiles, ainsi que dans la commercialisation des mobiles reconditionnés. Enfin, la dynamique du secteur porte aussi sur le renforcement de la protection face aux cybermenaces qui sont croissantes et également sur l'intégration de l'intelligence artificielle avec pour objet l'optimisation des infrastructures et l'amélioration des services au bénéfice des consommateurs. Alors avant de conclure, un mot sur 2025 pour vous dire que le début de cette année, vous l'avez sans doute vu d'ailleurs, a été marqué par l'arrêt du réseau cuivre le 31 janvier dernier sur un premier lot de 162 communes. D'autres lots de communes suivront chaque année jusqu'en 2030, date à laquelle la France basculera à 100% dans le très haut débit numérique.
C'est un défi d'envergure à relever pour les opérateurs et bien d'autres défis nous attendent encore en 2025 et dans les années à venir, qu'ils soient sociétaux, environnementaux, digitaux, consuméristes ou bien encore technologiques. Je suis convaincue que notre secteur saura relever ces challenges et s'adapter aux transformations nécessaires en faisant toujours davantage preuve d'agilité et de résilience. Je suis également certaine que la MCE saura accompagner les consommateurs face à ces changements majeurs. Merci à toutes et tous pour votre écoute et votre attention. Et maintenant, Valérie Alvarez va nous présenter le rapport d'activité 2024. Maintenant, Valérie, nous sommes très impatients de découvrir votre bilan d'activité 2024. Bonjour à toutes et à tous. Je suis heureuse de vous faire partager l'activité de la médiation des communications électroniques de l'année 2024. Ce rapport annuel est d'autant plus important pour moi cette année qu'il est le dernier de ma deuxième mandature, soit 6 années en qualité de médiatrice des communications électroniques. Mon mandat s'achève dans un climat plutôt apaisé qui reflète un contexte vertueux de baisse de la conflictualité du secteur des télécoms qui a été pionnier il y a 21 ans en mettant en place une médiation de la consommation et en la faisant connaître à ses clients. Un secteur qui a appris la maturité aidant à gérer de mieux en mieux la relation client et à adapter ses services aux évolutions du cadre juridique et réglementaire. Je fais également le constat, après ces 6 années, que l'activité de la médiation est liée à la structure et à la conjecture du marché du secteur des télécoms. On l'a clairement noté avec la montée spectaculaire des litiges relatifs à la fibre depuis 2019 en raison du déploiement de cette nouvelle technologie qui est devenue en 2023 la première source de différends avec les consommateurs, détrônant le mobile. Alors que l'on constatait dans le même temps la baisse des litiges ayant trait à la DSL en raison d'un réseau amené à disparaître avec l'arrêt du réseau cuivre déjà engagé dans certaines parties du territoire, ce constat est totalement confirmé en 2024 avec un rééquilibrage des typologies de saisines enregistrées entre la fibre et le mobile, l'un devenant un marché presque mature, l'autre soumis à une évolution tarifaire significative. Tout au long de mes 2 mandats, j'ai également pu constater l'évolution du comportement des consommateurs envers les professionnels, devenant de plus en plus exigeants sous le règne de l'immédiateté qui s'est développée, accentuée certainement par la saisine en ligne et le suivi de leur dossier de médiation à travers une plateforme en ligne. De plus, le nombre de dossiers irrecevables reste trop élevé, car beaucoup de consommateurs ne respectent pas les étapes et délais obligatoires de saisine. Je sais que cette tendance se vérifie également chez les autres médiateurs de la consommation. Enfin, les demandes des consommateurs en matière de dédommagement ou d'indemnité n'ont cessé de croître sans que leur préjudice n'évolue de la même façon. Les consommateurs ne pouvant vivre sans leurs moyens de communication électronique ne supportent plus la panne ou le fait de ne pas en disposer en cas de déménagement. Ils souhaitent être fortement indemnisés dans ces cas de figure, en plus d'être informés de la date du rétablissement de la panne ou de la date à laquelle ils pourront disposer de leurs moyens de communication. Et que serait ce bilan sans ces 2 années de pandémie de la Covid-19 qui ont fait des télécoms un besoin vital pour lesquels la médiation a eu un rôle important à jouer et un défi de taille à relever pour gérer le pic de saisine qui en a découlé. Une expérience stressante mais passionnante. Ces 6 années de mandat ont été effectivement bien denses pour vous, les équipes, Valérie, les équipes de navigation. Durant ces 6 années, les communications électroniques ont pris une place centrale dans votre vie personnelle et professionnelle. Valérie, pouvez-vous maintenant nous parler plus spécifiquement des faits marquants de l'année 2024 ? Merci Henri.
L'année 2024 se caractérise par 6 points marquants. Le premier point marquant est que l'année 2024 conforte la baisse de la conflictualité dans le secteur, enregistrée depuis 2022, décroissance amorcée en 2018, mais enrayée par les 2 années de pandémie. Si on rapporte le nombre de saisines, c'est-à-dire 7 417, en baisse de 4 points par rapport à 2023, au nombre d'abonnements de communication électronique en France, le volume des saisines est très faible. Cette baisse est sans conteste le fruit d'une meilleure gestion des clients par les professionnels, mais aussi le résultat du ralentissement des raccordements à la fibre, une baisse de 27% par rapport à la même période en 2023. Cette baisse est également due au respect des engagements pris par les professionnels auprès de l'Arcep pour déployer et améliorer la qualité de leur intervention et des réseaux, ainsi que le résultat des investissements des opérateurs pour une meilleure couverture mobile. Cette baisse de la conflictualité ne doit pas cacher la réalité de la vie de certains consommateurs qui se voient privés d'accès à la fibre ou victimes d'interruptions soudaines de leur service fibre. Le second point marquant met en lumière le rééquilibrage du nombre de litiges entre la fibre et le mobile. Bien que 2024 confirme le changement de palmarès de 2023, avec le passage de la fibre en tête des litiges devant le mobile et la DSL, la part de la fibre ne progresse que de 1 point, s'établissant à 43% après une progression spectaculaire depuis 2019. Dans le même temps, les litiges dans le mobile, représentant 41%, qui suivaient une tendance baissière depuis 3 ans, connaissent une hausse importante en 2024 de 5 points et reviennent à leur niveau de 2020. Cette hausse est causée par des litiges relatifs aux informations précontractuelles lors de la souscription d'un nouveau contrat, mais également par des litiges relatifs aux modifications contractuelles lors de l'exécution d'un contrat en lien avec les augmentations tarifaires des opérateurs. Le troisième point marquant est l'augmentation du nombre de saisines recevables par rapport à l'année 2023, soit 3 599 saisines recevables. Ce taux de recevabilité de 49% est en hausse de 12 points, ce qui est très encourageant. Il s'explique par une meilleure connaissance et compréhension de la procédure de saisine de la médiation par les consommateurs. Je rappelle qu'il existe des critères de recevabilité prévus par le Code de la consommation à respecter pour que je sois compétente. En effet, je ne peux pas examiner un dossier si le client n'a pas de lien contractuel avec un professionnel, si le litige a plus d'1 an, si la demande est manifestement abusive, s'il y a eu recours à la justice ou à un autre médiateur pour le litige concerné, ou si les voies de recours ne sont pas épuisées auprès du professionnel. Le quatrième point marquant concerne le niveau de satisfaction des consommateurs et des professionnels. Les consommateurs acceptent à 90% mes propositions de solutions. Pour ce qui concerne les professionnels, ils sont 94% à accepter mes propositions de solutions en 2024. Ce sont des scores satisfaisants dont je me réjouis. Cependant, ces taux sont en baisse, ce qui reflète la tendance présente cette année encore des consommateurs à avoir des demandes d'indemnisation trop importantes ou non justifiées ou non argumentées que je ne peux satisfaire à 100%. Cela reflète également le refus de certains professionnels à indemniser des montants trop élevés ou une différence d'interprétation que nous avons des textes en vigueur sur un point de droit. Le cinquième point marquant concerne la complexité des dossiers et l'apparition de nouveaux problèmes. La complexité des problématiques est toujours très présente en 2024 et explique que certains dossiers que je traite nécessitent des délais plus longs de traitement
soit 93 jours, qui sont au-delà du délai de 90 jours prévu dans le Code de la consommation. Cette complexité s'explique en particulier par des dysfonctionnements nouveaux, le manque de process dans certaines situations, ainsi que le retard pris par certains professionnels pour me fournir des explications ou informations sur le litige qui m'est soumis ou leur absence de réponse. C'est par exemple l'impossibilité d'être raccordé à la fibre en milieu dense dans un immeuble dont l'adresse est éligible à la fibre et dans lequel certains habitants ont la fibre et pas d'autres. Cela paraît ubuesque, mais c'est bien réel. L'opérateur d'immeuble invoque une décision de l'Assemblée générale du syndicat des copropriétaires défavorable à la réalisation des nouveaux travaux nécessaires pour raccorder un nouveau copropriétaire, ce qui l'empêche de raccorder son client. Ce dernier ne peut pas non plus bénéficier d'un raccordement à la DSL en raison du fait que la zone est fibrée. Il risque donc de perdre son adresse mail du fait de son aménagement dans cet appartement pourtant déclaré éligible à la fibre. C'est également l'impossibilité pour certains abonnés mobiles de disposer d'une couverture mobile correcte à la suite de pannes d'antenne et leur difficulté à rapporter la preuve de cette situation. En 2024, se sont amplifiées les problématiques de complétude des réseaux fibres qui ont été déployés et de raccordement à la demande de logement avant la fermeture du réseau cuivre fin 2030. Mais également les problématiques de débit minimum sur le réseau mobile et des problèmes de qualité du réseau ADSL. Je me dois, avec mon équipe, de rester très vigilante sur tous ces sujets. Enfin, et dernier point marquant en 2024, pendant mon deuxième mandat, la médiation s'est ouverte aux professionnels du secteur non adhérents de la MCE en leur permettant de pouvoir entrer en médiation en mettant en place une médiation résiduelle. Elle permet aux consommateurs clients de ces professionnels de ne pas être privés de leur droit à la médiation de la consommation alors que ces professionnels n'ont pas désigné de médiateur de la consommation comme la loi l'exige. J'ai reçu en moyenne 5 dossiers par mois et je suis satisfaite de pouvoir aider des consommateurs qui me sollicitent dans ce cadre. Toutefois, je regrette que les professionnels qui n'ont pas désigné de médiateur de la consommation, conformément à ce qui est prévu par le Code de la consommation, ne donnent pas suite ou refusent d'entrer en médiation lorsque je déclare recevable le dossier de leurs clients et que je les sollicite. Merci Valérie pour nous avoir éclairé sur cette année d'activité de 2024. Je vous propose de découvrir maintenant les chiffres clés de 2024 sous la forme d'une vidéo que vous pouvez retrouver ensuite sur le site du rapport annuel 2024 et sur le site de la médiation des communications électroniques. Bonjour, je suis heureuse de vous présenter les chiffres clés de mon activité en 2024. Bonne nouvelle, en 2024, je constate pour la 3e année consécutive une baisse du volume des saisines qui poursuit une tendance décroissante amorcée en 2018 mais qui avait été enrayée par les 2 années de pandémie rendant vital l'accès aux moyens de communication électronique. Je rappelle que si l'on rapporte le nombre de saisines au nombre d'abonnements de communication électronique, en France, le volume des saisines est très faible. 2024 confirme donc à nouveau la baisse de la conflictualité dans le secteur des télécoms, qui est sans conteste le fruit d'une meilleure gestion de leurs clients par les professionnels. Autre bonne nouvelle en 2024, le nombre de dossiers recevables augmente de 12 points, ce qui est très satisfaisant, montrant que cette année, les consommateurs ont plus respecté la procédure de saisine, principalement les étapes et les délais. Dans 82% des cas, les dossiers sont jugés irrecevables car les voies de recours préalables chez les professionnels, c'est-à-dire au service client et au service recours consommateur, ne sont pas épuisées.
Je suis saisie principalement en ligne sur le site de la médiation. Le taux de 82% souligne une nouvelle fois la fluidité de l'expérience en ligne du consommateur qui fait l'objet d'un travail constant d'optimisation par les équipes de la médiation. J'ai rendu moins de propositions de solutions en 2024 pour 2 raisons. La complexité des dossiers s'est encore accrue et le délai d'analyse d'un dossier pour construire une proposition de solution s'est donc allongé. De plus, certains professionnels répondent peu ou mal à mes sollicitations, ce qui ralentit encore le processus de médiation. La part des requêtes satisfaites est en progression à 86%, ce qui est un résultat très satisfaisant compte tenu de la complexité des dossiers traités évoqués précédemment. En 2024, 90% des consommateurs ont accepté mes propositions de solutions, ce qui est cette année encore un taux performant. De même, 94% des professionnels ont accepté mes propositions de solutions en 2024, ce qui est là aussi un taux très satisfaisant. Abordons à présent les principaux domaines de litige en 2024. 2024 confirme le changement de palmarès de 2023 avec le passage de la fibre en tête des litiges devant le mobile et la DSL. La part de la fibre s'établit en 2024 à 43%, soit seulement 1 point de plus après une progression spectaculaire depuis 2019. Ceci peut s'expliquer pour 3 raisons. Tout d'abord, selon l'ARCEP, le taux de couverture du territoire national en fibre optique a atteint 90% au 3e trimestre 2024, soit près de 40 millions de locaux raccordables. Deuxièmement, le ralentissement du rythme des raccordements à la fibre se poursuit en raison de la complexité des raccordements récents, souvent situés dans les zones les moins accessibles ou celles nécessitant des travaux plus importants. Enfin, les professionnels ont mis en œuvre leur engagement de qualité pris auprès du régulateur pour la construction d'un raccordement final. Dans le même temps, les litiges dans le mobile, dont la part s'établit à 41%, qui suivait une tendance baissière depuis 3 ans, connaissent une hausse importante en 2024, plus 5 points, revenant à leur niveau de 2020, étalonnant ainsi la fibre dans une forme de rééquilibrage. Cette hausse s'explique principalement par les modifications contractuelles apportées par les opérateurs en lien avec l'augmentation des tarifs des abonnements. La DSL reste en 3e position, représentant 14% du mécontentement des consommateurs. Ce chiffre est en baisse importante en 2024, moins 5 points, et constante depuis 2019 en raison de la transition vers la technologie fibre et de la prochaine fermeture du réseau cuivre sur lequel le service ADSL est rendu. Les litiges dans le fixe ont quasiment disparu. Les litiges des autres professionnels hors télécom, tels que les télévisions payantes, les hébergeurs de données et la télésurveillance, sont quasi nuls, représentant 0,5% des litiges. Maintenant, je vais vous présenter les principaux motifs de litige de l'année 2024. Les problèmes techniques restent la première source de conflit avec les professionnels, en baisse de 3 points. Les litiges en lien avec le contrat progressent le plus en 2024 et occupent la seconde place des différends avec les consommateurs. Ces 2 motifs représentent 56% des litiges en 2024 et poursuivent leur tendance à la hausse depuis 2022 où leur part était de 50%. Les litiges liés à la facturation restent en 3e place. Regardons à présent en détail chacun des domaines de litige. La fibre reste donc sur la première place du podium en 2024, représentant 43% de mes propositions de solutions. Les problèmes techniques restent logiquement la première source de différends avec les consommateurs, en baisse pour la première fois depuis 2021. Les sujets sont toujours les mêmes, l'inéligibilité technique, les dysfonctionnements techniques du fait d'armoires non sécurisées, les débranchements sauvages de consommateurs par des techniciens au bénéfice de nouveaux clients à raccorder. Mais aussi le sujet de la reprise ou de la maintenance des infrastructures pas forcément réalisées selon les règles de l'art d'aujourd'hui au moment de leur construction. Les litiges liés au contrat passent en 2e position devant les litiges liés au service. Ils ont augmenté de façon conséquente de 6 points. Ce résultat amorce probablement la tendance d'un marché devenu presque mature où les clients commencent à regarder la concurrence pour un éventuel changement d'opérateur. Les litiges sur les contrats et la facturation pourraient augmenter dans les années à venir.
Les litiges liés au service sont donc en baisse, soulignant probablement une meilleure qualité de la part des techniciens et sous-traitants lors de l'installation de la fibre chez le client. Passons aux détails des litiges dans le mobile. Je rappelle que le mobile en 2024 talonne la fibre, représentant 41% de mes propositions de solutions. Les problèmes ayant trait à la facturation et au contrat deviennent à égalité les premières sources de mécontentement des consommateurs et concentrent 68% de leur insatisfaction. La hausse des litiges liés au contrat s'explique par deux raisons. D'une part, par des litiges relatifs aux informations précontractuelles lors de la souscription d'un nouveau contrat, et d'autre part, par des litiges relatifs aux modifications contractuelles lors de l'exécution d'un contrat, en lien avec les augmentations tarifaires des opérateurs. Pour ce qui concerne la DSL, les litiges portant sur les problèmes techniques restent la première source de litiges depuis 2017, en hausse cette année encore. Les raisons sont toujours la baisse de débit ou l'absence de service, mais aussi la maintenance d'un réseau amené à disparaître avec l'arrêt du réseau cuivre déjà engagé dans certaines parties du territoire. Les litiges liés au contrat et à la résiliation sont en baisse, probablement en raison de la migration des consommateurs vers la fibre. Cette vidéo vous a présenté tous les chiffres clés 2024 et au-delà de ces chiffres résultats performants, nous avons pour habitude de donner la parole aux consommateurs qui ont eu recours à la médiation à l'aide d'une enquête de satisfaction. Nous interrogeons ainsi chaque année les consommateurs ayant saisi la médiatrice via notre site internet et qui ont eu une proposition de solution entre le 1er janvier et le 31 octobre. En 2024, nous avons recueilli l'avis de 650 consommateurs sur 11 questions. Pour résumer les principaux résultats de cette enquête, 92% des consommateurs interrogés déclarent avoir accepté la proposition de solution proposée par la médiatrice, 85% déclarent que la médiation répond à leurs attentes, 81% se déclarent globalement satisfaits de leur parcours en médiation, et notamment des outils qui ont été mis à leur disposition dans ce parcours, les échanges et les délais. Enfin, 83% recommanderaient le recours à la médiatrice. Ce sont des scores qui reflètent la satisfaction des consommateurs dans un contexte, comme Valérie l'a rappelé, de plus grande complexité de dossiers qui peut parfois allonger la durée de traitement. Cette enquête constitue pour nous une vraie source d'information qui nous permet des évolutions dans notre processus de médiation et des améliorations constantes du parcours en ligne des consommateurs pour favoriser en particulier la recevabilité des saisies. Merci Henri. Maintenant, je voudrais partager avec vous la philosophie qui m'anime et ma conception de mon rôle de médiatrice. Équité, impartialité, indépendance et rapidité guident ma pratique. Les propositions de solutions sont rendues en droit et ou en équité. C'est l'intérêt de la médiation de la consommation par rapport à la saisine d'un juge. Je considère que la médiation n'est pas uniquement là pour faire appliquer le droit. J'ai la possibilité, si une situation ne me paraît pas équitable pour une des parties, de déroger au droit et de rendre une proposition de solution en équité. L'important est de trouver une solution acceptable pour les deux parties dans un délai rapide de 90 jours en dehors des cas complexes. Les propositions de solutions sont reprises et appliquées de la même façon à tous les litiges équivalents pour chacun des consommateurs qui me saisit et pour tous les professionnels dans des circonstances identiques, de façon à assurer mon impartialité. La jurisprudence de la médiation des communications électroniques est appliquée systématiquement de façon à garantir mon indépendance. Je conçois mon rôle de médiatrice comme celui d'une vigie ou d'un lanceur d'alerte aux professionnels pour qu'ils corrigent leurs pratiques commerciales vis-à-vis des consommateurs, d'où des échanges nourris régulièrement avec eux et mes recommandations annuelles. Je pense que les médiateurs de la consommation peuvent incarner avec les autorités publiques et les organisations de consommateurs un maillon important pour une meilleure application du droit de la consommation.
Je peux également accompagner le législateur dans son travail d'adaptation face au développement des nouveaux moyens de communication électronique et aux nouveaux usages. Je veille à ce que mes connaissances techniques et juridiques et celles de mon équipe, composée d'experts du droit, spécialisés notamment en droit de la consommation et en droit des communications électroniques, soient renforcées et actualisées de façon permanente compte tenu des évolutions du secteur et des évolutions juridiques. Enfin, je ne rappellerai jamais assez l'importance du rôle essentiel des parties prenantes au litige pour me permettre d'élaborer une proposition de solution visant à mettre un terme aux différends qui les opposent. Pour analyser le litige qui m'est soumis, j'ai besoin d'entendre les arguments de chacun qui doivent me rapporter la preuve de leur dire, ce qui n'est pas toujours aisé. Comme vient de le rappeler Valérie, nous avons deux parties prenantes dans les litiges, les consommateurs que nous souhaitons accompagner le mieux possible dans la formation et leur parcours de médiation, mais aussi les professionnels à qui la médiatrice adresse des recommandations pour qu'ils améliorent leurs pratiques. Avant de vous passer la parole, Valérie, et pour que vous nous parliez de cet accompagnement des consommateurs, je vous propose de regarder une capsule vidéo sur comment changer d'opérateur mobile dans de bonnes conditions. Vous avez décidé de changer d'opérateur mobile. Deux solutions s'offrent à vous. La portabilité afin de conserver votre numéro de téléphone mobile chez le nouvel opérateur ou la résiliation pure et simple de votre abonnement. Avant toute prise de décision, vérifiez dans votre contrat ou sur votre facture si vous êtes engagé. En effet, le changement d'une offre ou une option choisie en cours de contrat peut avoir pour conséquence de vous engager à nouveau. Vous seriez alors redevable du versement de tout ou partie du montant de votre abonnement, comme indiqué dans les conditions générales de votre contrat. Vous pouvez demander la portabilité de votre ligne à tout moment, soit en boutique, soit sur le site de votre nouvel opérateur. Récupérez le relevé identité de votre opérateur, le RIO, en le contactant ou en composant le 31 79. Fournissez votre RIO à votre nouvel opérateur qui s'occupe de tout. Résiliation auprès de votre ancien opérateur et portage de votre numéro. La portabilité ne peut avoir lieu qu'au terme d'un délai de 14 jours en cas de souscription de votre nouveau contrat mobile à distance, sauf si vous avez renoncé expressément à votre droit de rétractation. Adressez un courrier recommandé avec accusé de réception à votre opérateur qui dispose d'un délai de 10 jours pour résilier votre abonnement. Vous pouvez demander que votre résiliation prenne effet plus de 10 jours après en précisant la date souhaitée. Conservez bien une copie de votre courrier. Si vous changez d'avis pour la résiliation simple, votre numéro de téléphone ne vous sera plus attribué, comme c'est le cas si vous faites une résiliation sans portabilité. Depuis le début de mon mandat, je me suis attachée à ce que les consommateurs disposent d'informations pratiques pour les aider dans leur démarche auprès de la médiation ou pour comprendre les pratiques du secteur des télécoms. Dans cet objectif, un quiz est disponible sur le site Internet pour guider les consommateurs afin de les aider à vérifier que leur dossier soit bien éligible à la médiation et donc que je puisse le déclarer recevable. Ceci participe sans aucun doute de l'augmentation de la recevabilité des dossiers cette année. Dans cet objectif d'information, il y a sur le site de la médiation 28 fiches pratiques régulièrement mises à jour, dont celle sur l'arrêt du cuivre, ses étapes et les incidences pour les consommateurs. Enfin, les consommateurs peuvent également trouver 9 vidéos courtes, les minutes conso, sur les questions qu'ils se posent fréquemment. Parmi lesquelles, par exemple, mon opérateur a-t-il le droit d'augmenter le tarif de mon abonnement ?
Vous trouverez également, concernant la fibre, comment résoudre un problème survenu lors du raccordement ou que dois-je absolument savoir pour que l'installation se passe bien. Je vous laisse découvrir une nouvelle vidéo sur la contestation d'un nouvel abonnement à la suite d'un démarchage téléphonique. Le démarchage téléphonique est autorisé mais reste très encadré par la loi. À la suite du contact téléphonique, l'opérateur doit vous adresser par courrier ou par email une confirmation de l'offre qu'il vous a faite oralement pour souscrire tout nouveau contrat. Lisez attentivement le contenu du mail et les pièces jointes pour être sûr que vous avez bien compris et que l'offre écrite correspond exactement à celle faite par téléphone. Conservez bien une copie. Sachez que vous n'êtes engagé définitivement par cette offre qu'après l'avoir acceptée et signée également par courrier ou par email. Si la proposition écrite ne correspond pas aux informations communiquées lors du rendez-vous téléphonique, si vous la contestez ou si vous avez changé d'avis, ne validez rien. Dès lors, vous n'êtes pas engagé auprès de ce nouvel opérateur. Puisqu'il s'agit d'un contrat conclu à distance, à la suite d'un démarchage téléphonique, la loi vous autorise à exercer votre droit de rétractation dans un délai de 14 jours à compter de votre accord par écrit ou par voie électronique ou à compter de la livraison du matériel. Et ce, sans avoir à motiver votre décision. Pour cela, vous devez contacter votre opérateur, soit via le formulaire de rétractation qu'il vous a proposé, soit par courrier, en indiquant que vous exercez votre droit de rétractation dans le délai légal de 14 jours et en rappelant l'offre que vous avez acceptée ainsi que la date de l'acceptation. Au travers de votre analyse, Valérie, des dossiers, vous êtes une réelle observatrice du secteur et êtes à l'origine de propositions concrètes que vous soumettez aux professionnels pour qu'ils améliorent leurs pratiques sous forme de recommandations. Vous avez donc un rôle de prévention des litiges, Valérie. Oui, effectivement, mes recommandations ont pour objectif de prévenir le renouvellement de certains litiges répétitifs ou significatifs pour contribuer à améliorer la qualité de service du secteur des communications électroniques. Elles visent à ce que les professionnels corrigent leur politique commerciale vis-à-vis des consommateurs avant qu'une décision législative ou réglementaire n'intervienne pour les protéger. Cette année, j'ai élaboré 8 recommandations. Au total, j'aurai élaboré 49 recommandations en 6 ans de mandat. Je vous propose de résumer en quelques mots ces recommandations que vous trouverez dans mon rapport. La première recommandation porte sur l'amélioration du processus de détection du point d'accès au réseau dans le cadre du raccordement des maisons neuves au réseau fibre effectué par les opérateurs d'infrastructures. Je recommande aux opérateurs d'infrastructures de mettre en place un service client adapté à une relation entre un professionnel et un consommateur, qui est nouvelle pour eux, afin qu'ils respectent leurs obligations auprès des consommateurs. Cette recommandation répond à l'enjeu de pouvoir disposer de l'accès à la fibre dans des délais raisonnables pour une maison neuve, dans un contexte de fermeture du réseau cuivre. L'année dernière, je n'avais pas fait de recommandation relative au raccordement à la fibre des maisons neuves en pensant que la création de la fiche ARCEP allait améliorer cette situation. Je m'étais contentée d'alerter les professionnels. Or, compte tenu des problèmes rencontrés par les consommateurs pour obtenir le raccordement à la fibre pour une maison neuve, je n'ai eu d'autre choix que de faire cette recommandation en 2024. La seconde recommandation porte sur l'amélioration des process vis-à-vis du client dans le cadre d'un raccordement à la demande à la fibre. Je recommande aux opérateurs commerciaux de vérifier la faisabilité du raccordement à la demande avant de demander aux clients de réaliser des travaux,
souvent coûteux, ou de prendre en charge le coût des travaux réalisés par le client à leur demande, dès lors que l'opérateur commercial renonce à raccorder le client. Je rappelle qu'il existe des conditions particulières pour la réalisation de ces raccordements et que dès lors que ces conditions sont réunies, l'opérateur commercial doit procéder au raccordement à la fibre du logement du client. La troisième recommandation porte sur la simplification de l'exercice du droit de rétractation, notamment dans le cas d'un défaut d'information précontractuelle. La quatrième recommandation porte sur l'obligation d'information sur les risques inhérents aux zones frontalières, c'est-à-dire sur les frais d'itinérance involontaire. Elle vise à améliorer cette information pour qu'elle soit compréhensible et facilement accessible pour le client, quel que soit le pays dans lequel il se trouve. Les clients qui voyagent en itinérance dans des pays compris dans leur forfait peuvent parfois se retrouver en zone frontalière d'une destination non comprise dans leur offre. La cinquième recommandation est relative au droit du client de pouvoir récupérer son RIO, c'est-à-dire son relevé d'identité opérateur depuis l'étranger. L'enjeu de cette recommandation est de garantir à tous les consommateurs leur droit de conserver leur numéro de téléphone lors d'un changement d'opérateur, qu'il soit en France ou à l'étranger. La sixième recommandation porte sur une meilleure information des consommateurs sur le fait que les appels Wi-Fi sont décomptés comme des appels classiques depuis le réseau mobile et non décomptés de leur enveloppe data. Cette information dans les documents contractuels des opérateurs pourrait éviter une telle méprise qui peut avoir un impact financier important pour les consommateurs qui ont une enveloppe d'appels limitée ou qui effectuent des appels vers l'étranger non inclus dans leur abonnement. La septième recommandation porte sur une meilleure information précontractuelle du consommateur sur les options commercialisées pour éviter une insécurité juridique. La huitième et dernière recommandation concerne l'envoi des factures par la voie postale si le client le souhaite. Je rappelle que je tiens à jour un tableau de suivi des recommandations par les professionnels, ce qui me permet de leur rappeler les recommandations qu'ils n'ont pas respectées dans les propositions de solutions et d'en tenir compte. Valérie, chaque année, vous nous partagez votre quotidien et vos expériences de médiatrice dans votre rapport d'activité de médiatrice qui vous ont paru intéressants de partager et qui montrent la diversité de saisines et l'analyse qui doit être réalisée pour conduire à une proposition de solution. Oui, tout à fait. Je vais maintenant vous présenter 2 exemples de médiation que j'ai choisis parmi les 7 exemples qui illustrent mon rapport cette année. Le premier exemple que j'ai choisi de partager avec vous porte sur un problème de garantie sur un mobile. Le mobile du client présente de la buée sur la caméra à la suite d'une exposition normale à la pluie. Le client a fait réaliser un diagnostic par le constructeur du mobile qui indique que les conditions d'utilisation pour la résistance au liquide ont été respectées par le consommateur. Le client a sollicité un remplacement de son mobile auprès de son opérateur. L'opérateur a refusé le remplacement dans la mesure où son propre réparateur a constaté une oxydation du téléphone. J'en conclus, après analyse, que le devis de réparation établi par le réparateur agréé mandaté par l'opérateur fait état d'une oxydation du téléphone, mais ne démontre pas une mauvaise utilisation du téléphone par le client. En conséquence, j'ai estimé que la panne résultait d'un vice caché et j'ai invité l'opérateur à procéder au remplacement du mobile. L'opérateur a refusé la proposition de solution pour 2 raisons.
Il n'appartenait pas au consommateur de faire expertiser son téléphone lui-même. Le réparateur qui a été mandaté par ses soins a constaté une oxydation du mobile qui ne peut que résulter d'une mauvaise utilisation de l'appareil par le consommateur. Le second exemple porte sur l'impossibilité pour un client d'être fibré, bien qu'il soit éligible à la fibre. L'opérateur commercial n'a pas pu procéder au raccordement à la fibre car l'opérateur d'infrastructure se prévaut d'une distance supérieure à 500 mètres entre le point de branchement et le point de terminaison optique du domicile du client. Il s'agit d'un raccordement long à la fibre. L'opérateur commercial a de ce fait été contraint d'annuler la commande auprès de son client. Or, mes recherches sur le site de l'opérateur d'infrastructure ont permis de confirmer l'éligibilité du domicile de ce client. Mais dans le même temps, ce domicile a été déclaré inéligible sur le site de l'opérateur commercial. La souscription d'un nouveau contrat fibre auprès de cet opérateur commercial apparaît dès lors impossible pour le client. Au regard de l'inéligibilité déclarée du domicile du client à la fibre, chez cet opérateur commercial, j'ai invité le client à souscrire un contrat d'abonnement fibre auprès d'un opérateur commercial concurrent. Je l'ai également invité à alerter l'ARCEP et j'ai donné acte du dédommagement proposé par l'opérateur commercial en raison de son annulation de commande. Quand je vous parlais précédemment de complexité, vous en avez ici quelques exemples. Je vous invite à lire les 7 exemples de propositions de solutions sur le site de mon rapport annuel 2024. Nouveauté cette année, Valérie, vous avez souhaité partager également des exemples concrets d'irrecevabilité. Au travers de ces exemples, vous vouliez montrer le travail qui reste encore à accomplir. Effectivement, le sujet de l'irrecevabilité est majeur chez tous les médiateurs de la consommation. Même si nous avons progressé cette année pour atteindre le taux de 49% de dossiers recevables, 51% ne le sont pas encore. Les raisons principales sont que les consommateurs ne suivent pas les étapes et les délais. Ils sont la plupart du temps de bonne foi et pensent l'avoir fait quand nous les contactons. Vous trouverez 4 exemples d'irrecevabilité dans mon rapport. Une tentative pour déjouer les règles de recevabilité par un consommateur qui méconnaît le processus de saisine de la médiation, un consommateur impatient qui m'adresse directement un mail sans respecter la procédure, pensant que son dossier a été maltraité, un consommateur insistant qui ne prend pas en compte les informations disponibles et transmises dans son courrier de refus pour irrecevabilité. Valérie, après ce bilan très complet, vous avez souhaité ouvrir des perspectives pour les années futures. Votre mission vous permet d'être une véritable observatrice des tendances et comme vous l'avez rappelé, vous avez un rôle de vigie sur l'environnement, les usages et les nouvelles technologies dans le secteur des télécoms. Au travers de votre expérience et vos observations durant cette année 2024, quelles sont vos perspectives, Valérie, pour l'année 2025, voire au-delà? En effet, cette année encore, j'ai identifié un certain nombre d'enjeux futurs. Parlons d'abord de la fermeture du réseau cuivre. Au 31 janvier 2025, la fermeture du réseau cuivre a démarré dans 162 communes. Elle va s'étaler jusqu'en 2030. Bien que les opérateurs commerciaux aient prévu une campagne d'information auprès de leurs clients concernés avec l'aide des collectivités territoriales pour les accompagner dans cette fermeture du réseau cuivre et du changement de technologie qui s'impose, j'ai dressé une liste de questions qui peuvent se poser et dont nous devons anticiper les réponses dès que possible. Que va-t-il se passer pour les logements oubliés? Va-t-il y avoir un numéro unique auprès de chaque opérateur pour gérer la situation de chaque consommateur se retrouvant sans ligne fixe afin de l'accompagner
pour lui permettre d'avoir un moyen de communication autre, tel qu'un mobile, le satellite, enfin autre chose. Que va-t-il se passer si cette situation n'est pas due au consommateur qui a refusé de basculer sur la fibre, mais due au fait que l'opérateur commercial ou l'opérateur d'infrastructure n'a pas, par exemple, procédé au raccordement à la demande auquel le consommateur avait droit? Quelle sera la situation d'un consommateur dont la copropriété refuse l'installation de la fibre dans son immeuble? Comment va-t-on indemniser les consommateurs qui risquent de perdre leur numéro de téléphone qu'ils ont depuis des dizaines d'années? Faut-il prévoir un allongement du mécanisme de sauvegarde de ces numéros? Je m'apprête également à traiter des questions de raccordement à la fibre des logements déclarés raccordables à la demande en nombre plus important, puisque nous arrivons au terme du délai de complétude de beaucoup de zones des réseaux fibres qui devront être raccordées. Quelle va être la preuve que le consommateur va pouvoir m'apporter s'il n'arrive pas à être fibré car il a un logement classé raccordable à la demande? Je pourrais aussi avoir à traiter des problématiques nouvelles relatives aux abonnements satellitaires qui pourraient augmenter à la suite de l'arrêt du réseau cuivre. Je tiens également à évoquer maintenant la qualité des réseaux fibres et des réseaux mobiles. Il existe un enjeu majeur maintenant que la construction des réseaux fibres touche à sa fin, qui est celui de la qualité des services fibres, qui sont susceptibles d'être différents d'un réseau à l'autre, selon l'opérateur d'infrastructure qui l'a construit ou selon l'opérateur commercial qui assure l'exploitation commerciale du service fibre. Des nouvelles problématiques vont certainement apparaître liées au changement d'opérateurs commerciaux souhaités par les consommateurs. Le churn, en raison de la maturité du réseau fibre et de la concurrence par les prix. L'arrêt des réseaux mobiles 2G et 3G dans les prochaines années, entre 2025 et 2030, risque également d'être à la source de nouveaux problèmes pour les consommateurs. Comme j'en faisais déjà l'alerte dans mon rapport annuel 2023, il est essentiel que les professionnels et les parties prenantes anticipent ces enjeux et mettent en œuvre des campagnes d'information afin de limiter les risques de mécontentement des consommateurs liés à ces évolutions. En effet, certains consommateurs craignent encore, en basculant du réseau ADSL à celui de la fibre, d'être confrontés à des difficultés d'installation à domicile de la fibre. Autre sujet, la guerre des pylônes qui s'amorce risque de poser des problèmes de couverture réseau pour lesquels la preuve de mauvaise couverture est parfois très difficile à rapporter pour le consommateur. Un des enjeux de l'année 2025 sera de veiller à ce que l'utilisateur de mobile ne soit pas victime d'une mauvaise couverture sans pouvoir faire reconnaître ses droits de disposer d'un service fiable sur tout le territoire. C'est pourquoi j'invite les consommateurs à consulter et à faire des copies d'écran du site de l'ARCEP pour connaître la carte des réseaux en maintenance lorsqu'ils rencontrent un problème de couverture mobile qui dure. Enfin, le projet de révision de la directive européenne médiation de la consommation reste toujours un enjeu pour moi et mon équipe pour appréhender au mieux les évolutions qui pourraient être nécessaires dans notre organisation. Des années passionnantes se profilent, comme vous l'entendez, qui donnent tout son sens à mon rôle de médiatrice. J'ai également pu, grâce à la MCE, réaliser chaque année un rapport d'activité au format digital qui en fait un document dynamique, beau et innovant à l'image du secteur. Henri, je vous laisse le présenter. Il est vrai que depuis maintenant 6 ans, le rapport d'activité de la médiatrice est réalisé sous une forme digitale et consultable facilement en ligne sur le site de la médiation. C'est le seul rapport digital conçu par une médiation de la consommation en France et en Europe. Nous avons réalisé à nouveau cette année une animation le présentant en images, très innovant dans la forme, au plus près des habitudes de navigation des consommateurs. Je vous laisse le découvrir grâce à une animation que nous avons réalisée pour cette présentation.
Merci Henri pour cette présentation. Avant de clôturer ma présentation du rapport annuel 2024, je tiens à remercier Henri qui pilote la MCE, la présidente et les membres du bureau de l'association, ainsi que tous les adhérents qui me donnent les moyens nécessaires pour travailler à la résolution des conflits et de réaliser cette belle et originale présentation de mon rapport annuel. Je remercie également tous les membres de mon équipe pour leur travail, leur implication. Ils font un excellent travail. Je vous remercie de votre écoute. Je m'associe chaleureusement à vos remerciements, Valérie, et je remercie également l'ensemble des personnes qui ont suivi cette présentation. Je remercie également nos partenaires qui nous ont accompagnés dans la réalisation et la présentation du rapport d'activité 2024 de la médiatrice. Vous pouvez maintenant tous vous rendre sur le site de la médiation pour prendre connaissance de la totalité du rapport d'activité 2024 de la médiatrice des communications électroniques.